Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast. C'est la première plateforme de podcast consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition, que vous retrouvez aussi sur le direct de nutriradio.fr, la première et la seule radio française consacrée à la nutraceutique et à la nutrition. C'est pour la partie un peu contextuelle, c'est important, n'hésitez pas à télécharger l'application NutriRadio si vous ne l'avez pas fait. Alors les thématiques évidemment tournent autour de la nutraceutique, des actifs d'intérêt, des choses qui vous font du bien pour votre santé, mesdames, messieurs, et qui méritent d'être connues. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus féminin. Mais chers amis masculins, restez là parce que mieux comprendre la femme, c'est aussi mieux vivre. Donc, pour cette émission, on est très content d'accueillir dans nos studios Alexia Manarino, qui est responsable de formation scientifique pour un grand laboratoire qu'on ne citera pas, mais qui est un laboratoire de micronutrition français très connu, très apprécié, spécialiste des acides aminés. Bonjour Alexia. Bonjour. Voilà, j'ai dit Alexia, il faut être énergique au micro parce qu'il faut parler bien fort. Et là, je sens que vous êtes dans le bon tempo. Mais complètement. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du cycle hormonal pour vous, mesdames, mieux connaître votre corps, vos cycles et donc mieux comprendre et accompagner les douleurs. Est-ce que c'est normal d'avoir mal? Est-ce que c'est normal de saigner? Est-ce normal si on a des seins douloureux, etc. Tout à fait. Et en fait, pour pouvoir répondre à ces questions, pour pouvoir vraiment comprendre la douleur et l'identifier, il faut déjà revenir au cycle. Est-ce que vous connaissez vraiment votre cycle et les changements hormonaux qui se produisent? Alors moi personnellement, mon cycle, non. Mais chers auditeurs, si vous savez si la réponse à cette question est non ou peut-être je ne sais pas, écoutez bien cette émission. Comme on l'a dit, effectivement, c'est très féminin comme émission, mais les messieurs, ça va être toujours intéressant pour vous aussi. Alors, je vous propose déjà de repartir à la puberté. La puberté, elle démarre en fait lorsque, au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, donc qui sont des structures qui sont au sein de votre cerveau, vraiment en son centre, elles se mettent à produire des hormones spécifiques. Ces hormones, on les appelle la LH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, l'hormone folliculo-stimulante. Et en fait, ces hormones qui vont donc être produites par le cerveau, par l'hypothalamus et l'hypophyse, elles vont aller agir sur les organes sexuels, notamment les testicules chez les messieurs et les ovaires chez ces dames. Et c'est à partir de là que l'on va se mettre à produire les œstrogènes chez les dames et la testostérone chez les messieurs. Et c'est comme ça que va démarrer tout simplement la puberté. Bien, voilà, ça me paraît un bon petit programme. J'ai connu tout ça, ça me parle. Oui, complètement, puisqu'en fait là, ça va être un petit retour au programme d'SVT de 4e. Donc quelques rappels, mais c'est hyper important pour bien comprendre le cycle. Qu'est-ce qui se passe vraiment finalement aux premières règles et puis qui se passe ensuite tout le long de notre vie, mesdames, au premier jour des règles. Au premier jour de nos règles, on a le cerveau qui va commencer à sécréter la FSH, donc hormone folliculo-stimulante. Ça va avoir pour effet de stimuler les ovaires pour qu'il y ait une maturation en fait d'un follicule qui va finalement aboutir à aller sécréter l'ovocyte. L'ovocyte qui sera intéressant pour l'ovulation. Donc pendant 14 jours, vous allez avoir cette hormone qui va favoriser la sécrétion d'œstrogènes. Donc les œstrogènes vont monter et la maturation de ce fameux ovocyte. Et au 14e jour, vous allez avoir l'autre hormone, la LH, donc aussi sécrétée au niveau de votre cerveau, qui va atteindre des pics. Et ça va permettre de déclencher l'ovulation. L'ovulation, c'est l'ovaire qui va donc sécréter un ovocyte. Et à partir de là, l'ovaire va se mettre à sécréter la progestérone, une autre hormone. La progestérone, en fait, c'est l'hormone qui va permettre la progestation. C'est-à-dire qu'il va mettre tout en place pour la gestation, c'est-à-dire en fait pour qu'on puisse être enceinte en fait et maintenir On puisse se reproduire. Vous savez, tout ça, tout ce que vous dit Alexia, c'est quand vous étiez en 4e, vous n'écoutiez pas, ou alors ça vous gênait, et donc vous partiez un peu dans un délire. Là, on se remet, parce que quelques années plus tard, on se rend compte, mais oui, c'était hyper intéressant en vrai. Et c'est ce que je dis souvent, on nous enseigne à des âges, peut-être on n'est pas prêt, des choses qui sont très intéressante et après on refait. D'ailleurs dans le processus de tout ce qui est micronutrition, les plantes et tout, on se dit mais oui, ça nous parle un peu, c'est vrai Alexia? Mais complètement, en fait c'est hyper important dans tous les domaines. Là on parle du cycle hormonal mais on pourrait le faire dans d'autres choses. C'est toujours hyper important de bien connaître son corps et finalement on en a eu quelques bases à l'école.
Oui, on se rappelle maintenant. Donc voilà. Donc si j'en reviens à cette progestérone, la progestérone, en fait, elle va notamment permettre un épaississement de la paroi interne de l'utérus qu'on appelle le fameux endomètre. Et ça va permettre justement à bien recevoir l'ovocyte qui peut-être aura été fécondé par un spermatozoïde et donc l'œuf. Sous l'effet de la progestérone, au fur et à mesure, le cerveau, lui, il va arrêter de sécréter la fameuse LH et FSH. Donc, on va avoir une diminution des taux sanguins. Et si on a une diminution de ces taux, là, déclenchement des règles. Ça se passe tous les mois, tous les 28 jours, même si on n'a pas toutes des cycles de 28 jours, ça peut être variable. Et ça démarre donc de la puberté à la ménopause jusqu'à ce qu'en fait, on ait un épuisement de nos follicules et donc de la possibilité d'avoir une sécrétion d'ovocytes. Bon, voilà, sur ce rappel, maintenant qu'on a bien en tête le processus, le fonctionnement, on va revenir sur les douleurs, la SPM, le TDPM, l'endométriose, etc. Dans un instant, on marque une toute petite pause, mesdames, messieurs, et on se retrouve avec Alexa. C'est juste après ceci. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La suite de cette émission NutriCast consacrée au cycle hormonal. Alors voilà, quand on sait qu'on est avec Alexia Manarino, on a dit que vous étiez responsable. Oui, j'ai failli dire... J'ai failli me corcher parce que j'ai écrit le nom pour pas le lire et j'écris très mal, voyez-vous, donc j'écris vite, donc le N ressemblait à un V. Mais voilà, comme ça vous savez tout. Mais vous êtes responsable de formation scientifique et vous n'avez pas raté votre vocation parce que vous avez cette faculté à nous intéresser, à nous expliquer ça de manière à ce qu'on comprenne tous. C'est important, cela notamment pour après savoir si quand on a des douleurs, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il faut aller consulter, est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place. Voilà, on parle beaucoup d'endométriose, de TDPM, des SPM, revenez sur tout cela. Oui, c'est important en fait de mettre un peu une définition sur tous ces termes parce que la douleur, il y en a plein à différents moments du cycle. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, globalement, on a déjà en termes médicaux la dysménorrhée. Dysménorrhée, c'est tout simplement les douleurs menstruelles. C'est les douleurs qu'on va avoir dans le bas-ventre, les douleurs abdominopelviennes qui précèdent ou qui vont accompagner les règles. C'est 1 à 3 jours et c'est 6 femmes sur 10. Donc on est globalement très concerné par ça. La douleur sera maximum le jour où le saignement sera maximal, globalement. Ça, c'est la dysménorrhée. À côté de ça, vous avez le SPM, le syndrome prémenstruel. La différence avec la dysménorrhée, c'est que le SPM, il démarre quelques jours avant les règles. Et encore, ça fluctue. On n'est pas tout égal. Il y a des femmes qui peuvent avoir des SPM vraiment assez longs. Donc, en tout cas, c'est avant les règles et ça peut continuer un peu pendant les règles. Ça, c'est quand même 3 femmes sur 10. Et aussi, ce qu'il y a de caractéristique sur le SPM, c'est que c'est pas juste de la douleur. Il y a aussi beaucoup de symptômes psychiques. Donc de l'anxiété, de l'émotivité, de l'irritabilité, voilà. C'est a priori c'est sans gravité le SPM, mais parfois ça peut être réellement handicapant quand c'est 3 semaines par mois. D'accord. Ah oui, 3 semaines par mois, c'est un peu handicapant entre guillemets. Ça doit être très gênant en vrai. Ça commence à devenir long, donc c'est pour ça qu'il va être toujours intéressant de bien identifier et donc de bien comprendre son corps et la physiologie. Après, vous avez aussi le TDPM, donc trouble dysphorique prémenstruel. Ça, c'est 8% des femmes. 8%, donc c'est un peu moins d'une femme sur 10. C'est quand même beaucoup de monde finalement. Et le trouble dysphorique prémenstruel, en fait, c'est la phase aggravée du SPM. C'est la forme la plus grave du SPM avec des symptômes analogues à la dépression qui sont très importants. Donc ça peut être des femmes vraiment qui vivent un réel handicap. C'est très dur.
Alors juste petite question si vous permettez, est-ce que par exemple des femmes qui souffriraient de dépression, qui se sentent pas vraiment bien de temps à autre, enfin de manière cyclique, mais qui ne font pas le lien avec leurs règles, leurs troubles, enfin leur cycle menstruel, est-ce que c'est pas un des premiers réflexes à faire, peut-être le lien et mettre en place des solutions? Enfin je sais pas, je dis ça, mais parce que parfois on sait pas, on se dit j'ai pas le moral, on se dit je suis un peu mélancolique régulièrement. Alors, si c'est juste de la mélancolie, ce sera probablement du SPM. Mais c'est là où il va falloir un peu classifier l'intensité et qu'il va falloir du coup se faire accompagner et aider. Mais si par contre c'est vraiment à ne pas sortir de chez soi, pleurer énormément, c'est là pour le coup. Effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un trouble dysphorique prémenstruel et c'est là où on a besoin d'être accompagné. Très bien. Alors, dernier mot, dernier mal, l'endométriose. Oui, l'endométriose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en parle de plus en plus, avec notamment le plan national il y a quelques années. Donc, l'endométriose, c'est 10% des femmes. Et là, pour le coup, c'est tout au long du cycle. C'est-à-dire que l'endométriose, c'est tout le temps. C'est des douleurs qu'elles peuvent avoir tout le temps. C'est des symptômes qui sont assez similaires finalement au SPM. Et c'est ça qui rend le diagnostic difficile. En fait, c'est une maladie gynécologique inflammatoire, mais qui est chronique. Voilà, donc c'est vraiment tout le temps. Et ça caractérise en fait par, si vous voulez, des morceaux d'endomètre qui vont se mettre ailleurs que dans la cavité utérine, c'est-à-dire dans l'utérus. Et ils vont se déposer ailleurs. Et ces petits morceaux d'endomètre, ils vont fluctuer suivant les hormones. Donc ça veut dire qu'ils vont grossir, rediminuer, grossir, rediminuer. Et c'est ce qui engendre toutes les douleurs. Donc c'est vraiment, on en est finalement... qu'au tout début, on a quand même bien avancé ces dernières années sur l'endométriose, le SPM, le TDPM, mais la parole se libère tout juste. Oui, alors quand on pense qu'il y a 60% des femmes qui connaissent ces douleurs abdominopelviennes, donc dysménorrhée, 30% SPM, est-ce qu'on peut tout cumuler? Donc dysménorrhée, SPM, TDPM, endométriose? Non. On n'a pas de chance. Là, c'est, Non. Ce serait, effectivement, c'est soit on aurait vraiment de l'endométriose, soit ce serait un SPM. Voilà. Par contre, est-ce qu'un SPM peut évoluer en TDPM? Ça, c'est-à-dire des symptômes dépressifs plus importants, éventuellement. Si je suppose quelqu'un qui a déjà un fort SPM et qui en plus se met à avoir les circonstances de la vie, des choses pas marrantes qui se passent, la perte d'un proche et tout ça, peut-être qu'on peut évoluer vers un trouble dysphorique prémenstruel. Mais c'est pour ça qu'il est important de parler. Non, il n'est pas normal d'avoir mal, il est important de demander conseil et il est important justement de pouvoir aller identifier, un peu diagnostiquer et trouver comment on peut s'aider sur ces différents troubles et notamment le SPM et les dysménorrhées qui sont les plus courants. Bien, et bien justement, notre transition est toute trouvée. On marque une dernière pause et on va se retrouver dans un instant. On va faire un zoom sur le SPM, c'est 30% des femmes. On va voir ce qu'on peut faire, parce que l'idée, effectivement, c'est d'expliquer un petit peu ces douleurs, mais après, c'est aussi donner des solutions, des approches pour avoir bien un petit soulagement. Évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller consulter votre professionnel de santé et toutes les informations que l'on vous donne, ne se substituent pas à la visite chez un professionnel ni à un traitement. On le rappelle, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission. C'est la première fois derrière un micro, mais je trouve que quelque part ça vous va très bien, parce que vous avez une belle voix, une voix enjouée, une voix positive, et malgré les troubles dont vous nous parlez, ça nous plombe pas. Ça ne nous plombe pas l'ambiance, et donc c'est très bien. On parle du cycle hormonal chez la femme. Vous êtes revenu sur son fonctionnement. Vous avez également détaillé les douleurs, la dysménorrhée, donc c'est 60% des femmes, donc les douleurs abdominopelviennes qui précèdent ou accompagnent les règles. Le SPM, on va faire... Oui. Non, parce que vous me faites un petit signe de la main, ça veut dire, je comprends pas. Non, c'est que... C'est que d'accord, ok. Je vous suis. Ça veut dire ok. J'écoute ce que vous dites, je bois vos paroles. Écoutez, moi je reprends juste ce que vous avez dit parce que c'est très intéressant et on va se pencher maintenant sur les solutions en termes de micronutrition. Qu'est-ce qu'on peut faire? On rappelle, Alexia Manarino, que vous êtes formatrice scientifique d'un grand laboratoire français spécialisé en micronutrition et plus précisément encore des acides aminés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On a dit, on va chez le médecin, il y a peut-être un traitement qui est mis en place, on respecte les consignes et on demande l'avis à son praticien, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire en particulier pour le SPM?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir répondre à cette question, montrer en fait, aller appuyer sur quelques micronutriments qui sont vraiment clés dans le SPM. J'ai besoin d'abord de revenir un peu sur la cause du SPM. Donc tout à l'heure, on a expliqué un peu tout le cycle hormonal, les hormones, comment ça se passait. Derrière, en fait, finalement, le SPM, vous avez ce qu'il y a d'avéré, c'est qu'il va y avoir, lors de cette diminution des hormones sexuelles dans le sang après l'ovulation, il va y avoir un déséquilibre finalement entre œstrogène et progestérone. Et c'est ça qui amènerait beaucoup de symptômes. Ça, il y a aussi quand même des prédispositions génétiques qui sont soupçonnées et il y a aussi quand même peut-être éventuellement une carence en sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une molécule dont je suis certaine que vous avez déjà parlé chez Nutri Radio. Neurotransmetteur. Tout à fait, neurotransmetteur hyper important dans le bien-être. Donc voilà, effectivement, ça semble jouer dessus. Donc il y a ces causes-là et c'est par rapport notamment à ce déséquilibre majeur oestrogène-progestérone qu'il va y avoir tout un tas de symptômes. Donc on a dit bien sûr la douleur, mais il peut y avoir aussi la mastodynie, des douleurs au sein. Il peut y avoir aussi des nausées, des migraines. On parle beaucoup des migraines durant les règles, des gonflements. On a toujours peur de se peser lorsqu'on est en période de règles parce que justement, en fait, on retient davantage l'eau. Et puis tous les symptômes psychiques dont on parlait à côté. Donc, comme il y a ces causes-là, on a les symptômes, et ben il va falloir aller pouvoir travailler sur du coup toutes ces causes-là. Alors attendez, je me remets. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, il n'y a pas vraiment de traitement allopathique. On est vraiment dans la gestion de la douleur via des médicaments, des antalgiques, tout ça. Mais par contre, on va pouvoir aller peut-être travailler un peu sur ce déséquilibre oestrogène-progestérone. On va pouvoir éventuellement travailler sur cette carence en sérotonine. Donc la carence en sérotonine, ça va être éventuellement très intéressant avec une supplémentation en L-tryptophane. Puisque L-tryptophane, c'est l'acide aminé précurseur qui va permettre à votre corps de refabriquer lui-même sa propre sérotonine. Donc ça va être assez intéressant. Vous en avez à la fois en supplémentation, à la fois vous en trouvez dans votre alimentation. Le tryptophane, il y en a avant tout évidemment dans les protéines, mais vous pouvez aussi en trouver dans le chocolat. C'est toujours la petite blague. C'est pas une blague, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que les personnes généralement la retiennent bien. Eh oui, forcément. Moi, j'ai toujours une plaque de chocolat. Dès que je vois que y a, même pour les hommes, pour les troubles de l'humeur, le chocolat, c'est très efficace. Mais bien sûr, magnésium tryptophane, évidemment. Oui, mais on mange pas du chocolat, on mange du magnésium tryptophane. Je comprends tout à fait. Vous avez d'autres acides aminés qui peuvent être très clés, comme la N-acétylcystéine. Celui-ci aussi, vous en avez souvent beaucoup parlé. C'est l'acide aminé précurseur du glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant majeur qu'on a dans le corps et qui sert, on le connaît surtout, pour limiter en fait le vieillissement de notre organisme, de nos cellules prématurément. Mais ça va plus loin. La N-acétylcystéine, on voit notamment qu'elle va réduire le taux de prostaglandine 2. Qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule inflammatoire qui est notamment impliquée dans les contractions de l'utérus. Et donc quand on dit contraction, on comprend en fait les contractions qui permettent justement d'avoir nos règles. Et donc, quand elles sont très fortes, c'est là où ces contractions, c'est là où on va avoir très mal. Et donc, de réduire ce taux de prostaglandine 2, ça va être intéressant. Et ça, la NAC le fait très bien. Donc, la N-acétylcystéine sur les douleurs pelviennes et les douleurs abdominales, et même d'ailleurs dans les ballonnements, mais avec un autre mécanisme que je ne vais pas détailler ici, ça semble être intéressant. Il y a d'ailleurs eu une étude sur des femmes, une trentaine de femmes qui étaient atteintes d'endométriose, qui ont pris 150 mg de N-acétylcystéine par jour, et elles ont noté, du coup c'était sur 2 cycles, qu'elles avaient 55% de douleurs menstruelles en moins, 63% de moins de douleurs pelviennes, et 52% de dyspareunie en moins. Donc la dyspareunie, c'est la douleur lors des rapports sexuels. Donc c'est quand même assez intéressant, ça peut être une belle piste à la fois sur le SPM, mais là on le voit, c'était une étude en tout cas sur l'endométriose. Donc voilà, c'est intéressant en fait de mettre un peu en berne, vous voyez, toutes ces molécules inflammatoires qui s'expriment dans le corps à cause de ce déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Donc la NAC, c'est un vrai allié. Le L-tryptophane, on en a parlé. Il y a aussi la PEA. PEA, donc le palmitoïde éthanolamide, une molécule dont on entend de plus en plus parler. Puisque en fait, ça a été l'objet notamment d'un prix Nobel de médecine. C'est une molécule qui est produite naturellement par notre organisme, par presque tous les organes, mais qui est surtout produite lorsque le tissu il est lésé, abîmé.
Et pourquoi c'est à ce moment-là ? Parce que c'est tout simplement, elle va à la fois, il y a 2 systèmes qui sont intéressants à noter. À la fois, elle va aller activer un récepteur, donc le récepteur part, mais peu importe, elle va activer ce récepteur afin de limiter le fait que les cellules immunitaires se mettent en mode inflammatoire. Donc j'en reviens à l'inflammation et à tout ce qui fait la douleur. Et par un autre système, elle va aussi jouer sur la perception de la douleur. Et c'est là où on en parle parfois comme un endocannabinoïde naturel. Ah, bah voilà, mesdames, messieurs, ces émissions, et voilà, c'est ça, c'est NutriCast, c'est Nutri Radio. Je vous rappelle que, d'ailleurs, cette émission, vous l'écoutez peut-être sur le live de Nutri Radio. Je prends une petite seconde pour dire ça. Pardonnez-moi, Alexia, mais vous écoutez cette émission peut-être sur le live de Nutri Radio et elle sera disponible dans la foulée sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous laisse continuer, Alexia. Voilà, donc c'est vrai que la N-acétylcystéine, tout comme la PEA, vont être très intéressantes pour aller calmer l'inflammation et pour aller aider au niveau de toutes les douleurs qu'on peut ressentir, qu'elles soient pelviennes, abdominales, menstruelles, enfin voilà, tout ce phénomène inflammatoire. Ça, c'était un petit peu quelques micronutriments piochés et qui avaient un intérêt dans le SPM. Mais maintenant, je voulais aussi revenir et faire le focus sur une plante de la phytothérapie d'intérêt, notamment le gâtillier. Le gâtillier, c'est une plante méditerranéenne qui est vraiment utilisée depuis l'Antiquité. Pourquoi j'en parle ici alors que moi-même je suis issue d'un laboratoire qui travaille surtout les acides aminés ? C'est parce que, mine de rien, l'Agence européenne du médicament considère comme traditionnel l'usage du gâtillier pour soulager les troubles mineurs du syndrome prémenstruel. C'est très fort ça, nous, dans notre domaine, pour qu'une agence du médicament aille souligner qu'une plante est reconnue sur vraiment des troubles sur le syndrome prémenstruel, c'est l'efficacité pour nous. Et en fait, si on cherche à comprendre comment, dans le gâtillier, vous avez quelques molécules à l'intérieur, donc les diterpènes, qui vont agir au niveau du cerveau en stimulant les récepteurs à la dopamine. Donc la dopamine, neurotransmetteur, bien sûr. Voilà, qui va être très important pour tout ce qui est motivation, récompense, plaisir. Dépression. Et en fait, cette dopamine, on le sait moins, mais elle est aussi liée à la prolactine, donc l'hormone qu'on produit et qui nous aide à fabriquer le lait, pour, notamment quand on doit allaiter l'enfant après. Et en fait, en stimulant les récepteurs à la dopamine, ça va induire une réduction à la sensibilité de la prolactine. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire moins de sensibilité prolactine, moins de douleur au sein. Ce qu'on a beaucoup, en fait, finalement, chaque mois, au niveau de nos menstruations. Il y a ce premier mécanisme, et il y a un deuxième mécanisme qui est clairement identifié chez le gâtillier, c'est le fait qu'on la considère comme une plante un peu progestérone-like. Voilà, elle augmente la production de progestérone dans les ovaires, et ça va permettre d'aller régulariser la cause même du SPM. Je vous ai dit, c'est ce déséquilibre entre progestérone et œstrogène. Donc voilà, donc ça va être très intéressant quand finalement vous avez des douleurs, il va être très intéressant d'aller travailler peut-être autour du gâtillier, de la NAC, de la PEA, du tryptophane. J'aimerais aussi vous parler de la tyrosine. Mais on peut parler comme ça pour le dire. En tout cas, c'était très intéressant. Alors en conclusion, Alexia, si on doit retenir les idées essentielles, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors, je dirais vraiment que voilà, il n'est pas normal d'avoir mal. Finalement, je suis d'une génération où nous, on nous a plus appris à vivre avec la douleur et c'était normal que tous les mois, on ait mal et notamment à l'adolescence. Donc non, il faut en parler autour de soi, il faut en parler aux femmes, il faut en parler à nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères, mais il faut aussi en parler évidemment aux médecins, aux praticiens. Il faut briser ces tabous de la pudeur. Rapprochez-vous d'un professionnel de santé pour demander conseil. Ça va être important. Ils vont pouvoir vous aider, même s'il n'y a pas encore vraiment de traitement identifié. Il y a beaucoup de choses dans la micronutrition, mais pour ça, il va vous falloir effectivement des médecins, des pharmaciens, peut-être formés à la micronutrition et qui vont vraiment pouvoir vous aider, vous accompagner. Des gynécologues, bien sûr, voilà, je mettais médecin, je mettais tous les experts, les spécialistes, voilà, évidemment. Et puis les hommes aussi, nous, on doit savoir ça pour pas dire ah oui, et puis pour mieux comprendre, savoir s'effacer, savoir motiver. Enfin voilà, il y a des moments où on sait pas non plus à quoi c'est dû et ne pas sous-évaluer l'impact de tous ces troubles qui sont liés au cycle hormonal chez la femme. Non, tout à fait. La compréhension, de toute façon, fait toujours partie de la guérison dans tout. On échange, on partage, et ça sert aussi à ça, donc ces émissions. Merci à vous, Alexia Manarino,
qui est donc responsable de formation scientifique dans un grand laboratoire français de micronutrition spécialisé en acides aminés, qu'on salue bien évidemment. Voilà, j'ai envie de vous dire que vous êtes débrouillés d'une manière exceptionnelle. On va vous retrouver dès que vous avez un petit instant, si vous voulez venir nous expliquer des choses, parce que nous on adore ça. Vous êtes la bienvenue. D'accord, merci beaucoup dans tous les cas, et très bonne prononciation pour le nom de famille, hein, bravo. C'est vrai, alors c'est quelle origine ça, Manarino? Italien. Italien, mais si vous m'aviez dit ça, j'ai Manarino. C'est là, vous êtes tout foiré. Émission que vous retrouvez en podcast, je vous l'ai dit dans un instant, sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment sur Nutri Radio, et puis voilà, on se retrouve très vite pour une autre émission d'intérêt, mesdames, messieurs. Au revoir Alexia. Au revoir, merci.